une mauvaise réponse. Nous savons bien que les uns et les autres, nous cheminons aussi avec notre expérience et que nous ne pouvons pas savoir quel sera notre chemin de vie. On vous a distribué une petite feuille. C'était une invitation un peu à une question zéro. Si vous le souhaitez, Sylvie est prête à le récupérer et ça permettra éventuellement de lancer des réflexions ou de faire circuler des questions en cours de soirée. Ce que l'on vous propose, c'est un premier temps de prise de parole de Valérie et de moi-même. On va chacun se présenter un petit peu plus. Voilà. Et puis après ce premier temps, eh bien, la parole elle circulera un peu librement. Voilà. Valérie, je t'invite à te présenter un petit peu plus. Après, je le ferai, puis ensuite, c'est toi qui démarreras l'intervention. Bonsoir à chacune et à chacun. Au niveau du son, ça vous convient ? Je suis Valérie Landolfini, je réside à Évry depuis 4 ans. Auparavant, j'habitais à Ivry, dans le diocèse de Créteil. Peut-être qu'Ivry vous parle, Madeleine Delbrel, voilà. Bien. J'exerce la profession d'orthophoniste. Auprès d'adultes depuis une trentaine d'années. Des adultes, hommes et femmes, qui pour d'autres que moi sont des parents, des enfants, des frères et sœurs, des collègues, des amis, pour moi des patients, des hommes et des femmes, des adultes, qui pour certains récupéreront leur état antérieur, d'autres devront vivre avec un handicap, d'autres encore, du fait d'une maladie dégénérative, s'approcheront plus ou moins rapidement vers la mort. Alors, j'ai commencé à travailler dans un service de soins palliatifs et gériatrie il y a 30 ans à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif avec le docteur Seba Glanoé, qui était une pionnière, une grande dame des soins palliatifs. Et en même temps, je partageais mon temps, c'était un temps partiel, avec le service d'urgence vasculaire de la Salpêtrière. Donc une temporalité totalement différente, vraiment. Les soins palliatifs où on prenait le temps précieux de la fin de la vie, et puis les urgences vasculaires où il fallait impérativement, avec ce que la médecine savait à l'époque, être le plus rapide possible pour essayer de faire en sorte que les séquelles d'un accident vasculaire soient les moins envahissantes possibles. Donc voilà un peu le début de ma carrière, et puis après j'ai rejoint un hôpital parisien avec service de neurologie, de gériatrie, de réanimation, de médecine interne. Voilà. Alors, une orthophoniste, c'est bizarre pour parler de ce sujet quand même. Et bien voilà, parmi les missions de l'orthophoniste, il y a l'évaluation et la rééducation si possible, et de la communication et de la déglutition. Donc il s'agit d'accompagner les personnes pour qu'elles puissent dire et argumenter le plus longtemps possible ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas. Et il s'agit aussi, évidemment, de permettre l'alimentation et l'hydratation le plus longtemps possible en sécurité. Et l'on sait bien que dans certaines maladies, il s'agit d'un gond, un pivot là où tout peut basculer dans une maladie. Donc rapidement, j'étais confrontée à la mort des patients et puis à la sollicitation pour participer à prendre des décisions du fait des conclusions de mes bilans. Et du coup, ma pratique professionnelle et ma foi se sont trouvées vraiment interpellées mutuellement. Alors, notamment quand, lors de la visite des médecins le matin, ils n'entraient plus tous les jours dans la chambre d'un patient parce qu'il n'y avait plus de traitement légal à lui proposer. Bien sûr, les infirmiers, les aides-soignants, les rééducateurs continuaient les soins chaque jour et donnaient leur transmission aux médecins. Si besoin, ils intervenaient. Mais il y avait cette appréhension et un petit peu non, je ne rentre plus dans la chambre, je n'ai plus rien de légal à lui apporter. Et du coup, ça fait écho à l'évangile du bon samaritain qu'on a lu lundi dernier. Mais alors, effectivement, le prêtre et le lévite ne se sont pas arrêtés, non parce qu'ils n'ont pas de cœur, mais parce qu'ils suivaient la loi. C'est la loi qui leur demandait ça. Mais alors, du coup, à l'hôpital, là, qui sera le bon samaritain et surtout, que va-t-il proposer ? Donc tout ça m'interpellait quand même. Alors, pour essayer de travailler tout ça, je me suis orientée vers 2 types de ressources. D'une part, des ressources, je dirais, citoyennes et institutionnelles, et puis des ressources un peu plus spirituelles.
Les ressources institutionnelles, citoyennes, c'est se tenir un peu au courant des lois, des circulaires, des plans, soit les plans de cancer, soit palliatifs, voilà. Et puis l'espace éthique Île-de-France et l'espace éthique aussi Méditerranée. Parce qu'il se trouve qu'à Marseille, à l'hôpital de la Timone, l'espace éthique qui est là-bas a une approche beaucoup plus, ils sont beaucoup plus à l'aise pour aborder la question de la religion dans les soins. Voilà. Alors qu'en région parisienne, je note une certaine frilosité. Voilà. Et puis, c'était bien de réfléchir, c'est nécessaire. Mais voilà, à un moment donné, il s'agit bien de passer de la parole aux actes. Et donc, je me suis formée aussi avec le Centre d'éthique clinique, ou d'éthique appliquée, comme on dit à l'espace éthique Méditerranée, de façon un petit peu voilà, pour le quotidien, m'aider à prendre des décisions. Et je continue à collaborer avec eux. C'est une instance, en fait, qui peut être saisie par les soignants, certes, mais par les proches et les patients eux-mêmes. Voilà, c'est une instance vraiment qui accueille toutes les demandes. Et c'est une instance qui a cette particularité où soignants et non-soignants, c'est-à-dire philosophes, juristes, sociologues, représentants des usagers, sont formés ensemble. Et puis, concernant les ressources plus spirituelles, ça a été principalement le son de Sèvres, avec les enseignements du père Verspiren, de Bruno Sainteau, et puis aussi d'Agatha Zielinski, qui est Xavier, philosophe, qui intervient aussi en soins palliatifs à la maison Jeanne Garnier, voilà, qui est à la fois bénévole auprès des patients, mais qui aussi accompagne les soignants. Et puis relire un peu ma pratique avec un réseau de soignants chrétiens a été et formation et soutien. Et puis, parce que la blouse blanche n'immunise contre rien de cela, en fait, la vie familiale et amicale m'a invitée aussi à affronter des situations complexes. Et puis, l'épidémie de Covid, vécue comme soignante dans un hôpital parisien, ça a été une étape aussi dans ma vie de, pour le coup, citoyenne, soignante, chrétienne. Nous étions déjà une vingtaine de soignants depuis 15 ans à travailler un peu ensemble, à réfléchir ensemble au sein d'un comité d'éthique local. Alors, quand le responsable médical du groupe hospitalier nous a demandé de monter une cellule d'aide à la décision éthique, ça a été assez simple parce que nous avions déjà cette culture de la collégialité et du soutien, parce qu'il s'agissait d'essayer de prendre la décision la moins mauvaise possible pour les patients et puis de se soutenir dans ces décisions parfois souvent difficiles à prendre. Cette cellule, elle était disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec toujours un binôme. Elle est encore fonctionnelle, cette fois uniquement pendant la semaine et sur les heures de journée. Voilà. Alors, de tout cela, moi, je retiens les lois, les cadres juridiques qui donnent des repères, mais aussi l'esprit des lois. Voilà, prenons un tout petit peu de distance. Et puis, j'essaie d'articuler tout cela avec la parole de Dieu. Et il demeure bien des questions. Et ces questions, je me les pose, mais les patients me les ont posées aussi. Et puis, moi, à l'hôpital, avec ma blouse blanche, ma foi, elle n'a pas à être visible. Je suis attentive aux manifestations de la foi des uns et des autres, quelles qu'elles soient, mais moi, je n'ai pas à manifester quoi que ce soit. Et j'ai eu à accompagner des religieux. Et voilà, quand un religieux vous dit, mais c'est bien gentil de dire que la vie est un don de Dieu, alors il ne faut pas y mettre fin. Mais à ce moment-là, en quel Dieu on croit si on dit une chose pareille? Est-ce un Dieu qui ne donnerait pas complètement la vie? Il la donnerait sous condition? J'avoue que je ressortais de la chambre un peu bousculée quand même. Hein. La vie, c'est sacré, d'accord. Mais quand le Christ disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie », je ne pense pas qu'il parlait de la vie biologique, me dit cette même personne. Parce que moi, en ce moment, avec ce que je vis, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à rendre grâce. Et puis, c'est dans le regard des autres que je suis vivant. Oui, d'accord, mais il arrive que si le patient ne reconnaisse plus ses proches, l'inverse est vrai aussi. C'est un peu ce qu'on appelle le deuil blanc, quand on ne reconnaît plus son proche. Et ça, c'est pas facile à vivre non plus. Et puis, voilà, je pense vraiment que c'est celui qui expérimente la maladie, qui est l'expert de sa qualité de vie et de ce qu'il peut supporter encore en bas. Et puis, si on croise tout ça avec la parole de Dieu,
Plusieurs personnages de la Bible expriment à Dieu leur aspiration à la mort, que ce soit Job, Jonas ou Tobie ou même Élie dans le livre des rois. Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie. Alors, en 2019, quand j'ai été sollicitée pour rejoindre le groupe de bioéthique diocésain, où il y avait déjà des soignants, mais aussi des non-soignants, comme une juriste, un philosophe, un chercheur en sciences, j'ai accepté de rejoindre ce groupe parce que réfléchir ensemble, la collégialité, les regards différents, non seulement j'y crois, mais j'en ai besoin. J'en ai besoin pour avancer. Et puis, comme on va vous l'expliquer maintenant, ce groupe, en fait, a suivi l'actualité de façon un peu sérieuse depuis un an, la demande de notre évêque. Et on a essayé, voilà, de travailler ensemble la justesse de l'attitude chrétienne dans tout ce qu'on a pu recevoir, entendre, vivre et expérimenter. Merci. Quelques mots aussi de présentation. J'ai eu la chance de pouvoir mener de façon parallèle des études de médecine et une formation au ministère de prêtre, grâce à un premier cycle de séminaire qui s'appelle les GFU, groupe de formation universitaire, en langage contemporain, on dirait en alternance. C'était sous forme de week-end et de session. Il ne restait plus beaucoup de vacances, mais bon. Et comme interne, j'ai été confronté à la fois au constat de mort, durant les nuits de garde. J'avais à cœur d'être présent auprès du personnel dans ces cas-là, y compris pour la toilette mortuaire. C'était, je trouve, une manière d'être avec elle. Parfois, c'était des soulagements parce que vraiment la personne était vraiment au bout. Parfois aussi, le personnel était, moi-même, nous étions éprouvés par ce départ. Et puis aussi affronter à notre incapacité à soulager correctement la douleur, et donc associé à la pratique de cocktails lithiques. Quand on dirait aujourd'hui gérer une sédation, sauf que là nous ne savions pas bien les manier. Durant toute ma vie, j'ai eu aussi la chance de vivre une relecture croisée de ma pratique professionnelle, d'un discernement éthique et d'un regard de foi. Ça a démarré déjà comme séminariste. Nous étions une vingtaine d'étudiants dans la santé. Et à pouvoir mener cela avec un bibliste, Claude Wiener, et puis Patrick Verschuit-Pirel, qui était donc un jésuite qui animait le centre de bioéthique au Centre Sèvres par la suite. Et c'est avec lui que j'ai eu la chance d'aller à Saint-Christopher's Hospice, en Angleterre, un des premiers centres de soins palliatifs mis en place par Cecily Sanders. Par la suite, j'ai en fait été orienté, au départ pas par choix, mais parce que la Mission de France m'a envoyé à Lyon et que je n'ai pas trouvé de travail en médecine adulte. J'ai basculé en pédiatrie et j'ai travaillé pendant 37 ans en pédiatrie, ce qui m'a peu mis au contact de fin de vie, du moins sur le volet professionnel. Une dernière chose dans ce domaine-là, c'est que j'ai eu la chance de toujours vivre une vie professionnelle avec un travail en équipe. C'est-à-dire que cette pratique collégiale, à plusieurs, et pas avec les mêmes métiers. Je travaillais en médico-social, donc c'était avec puéricultrice, assistante sociale, éduque, voilà. Et donc de ce croisement de regards qui est précieux. Et comme Valérie, j'ai participé à des groupes entre soignants chrétiens, un atelier santé, un réseau santé, suivant les périodes, et qui nous a beaucoup aidé à construire pas à pas une éthique professionnelle partagée, affronter aux questions très concrètes. J'ai aussi été amené à accompagner des personnes en fin de vie. J'en garde la mémoire, un copain de formation, de séminaire, qui est mort du sida à une période où on en mourait particulièrement vite et mal. Puis aussi une amie à domicile, et puis pour d'autres en soins palliatifs. Et enfin, j'ai des parents très âgés, et donc cette fin de vie qui dure, j'ai aussi été, je suis encore dans cette phase-là de la vie. Enfin, j'ai été régulièrement sollicité pour réfléchir
et parler autour de la fin de vie, à la fois par des formations auxquelles j'ai participé, notamment au Centre Sèvres, notamment autour de la situation de Vincent Lambert, mais aussi dans le diocèse de Créteil où j'ai servi pendant 2 fois 10 ans. Et donc j'ai rejoint le groupe dont parlait Valérie, qui est un groupe diocésain de bioéthique. Il a été initié par François Bilstein, un homme qui est pneumologue, diacre, et qui avait démarré par l'interpellation de Michel Dubos. Et ensuite, quand Michel Pansard est arrivé, il lui a proposé de continuer et il a construit peu à peu un groupe où nous sommes 8. Moi, je les ai rejoints, ça faisait déjà 18 mois qu'ils travaillaient ensemble. Et là encore, avec une diversité professionnelle. J'insiste là-dessus parce que je crois que ça, c'est tout à fait précieux, cette diversité de regards et cette complémentarité. Soignants, juristes et ni l'un ni l'autre, si j'ose dire. L'an dernier, François, à cause de sa charge de travail, il travaille comme pneumologue, vous imaginez ce que ça peut donner pendant le Covid, a demandé à être relayé dans le poste de leader de l'équipe. Et donc, Michel Pansard m'a demandé de devenir le pilote avec François et Valérie. Et il nous a demandé de réfléchir à l'accompagnement des personnes en fin de vie, de lui donner des éléments de réflexion pour lui et pour les partager à un large public et d'organiser une conférence en 3 lieux du diocèse. Celle-ci en est une. Et ceci nous a conduit, après presque 2 ans de travail, à élaborer un texte. On en parlera dans un deuxième temps tout à l'heure. Mais je redonne la parole d'abord à Valérie pour faire un parcours rapide sur les lois. On en a beaucoup entendu parler à travers toute la réflexion qui s'est menée depuis 1 an. On en avait parlé dans une soirée ici l'an dernier, en novembre. Mais voilà, ça permet quand même de se remettre un petit peu à jour. Et puis surtout, Valérie développera comment c'est nouer une véritable consultation citoyenne. Il faudrait presque mettre avec des S, parce que de multiples façons, des citoyens, des chrétiens ont pris la parole sur ces questions-là. Merci. Donc, comme annoncé, on balaye un peu les lois. La loi qui est actuellement en vigueur en ce moment. On parle de l'actualité d'il y a 1 an, le 13 septembre. Le 13 septembre 2022, une actualité, des réactions par rapport à ça, une convention citoyenne. Donc on va balayer tout ça, les réactions par rapport à ces événements. Et puis dans un autre temps, on verra un peu comment l'Église se positionne et s'est positionnée aussi. Voilà. Donc classiquement, on dit qu'il y a 4 grandes lois, à la fois sur l'accès aux soins palliatifs et la fin de vie en France, avec en juin 1999, enfin, une loi visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs. 3 ans plus tard, mars 2002, la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, c'est-à-dire accès au dossier médical et que doit être obtenu pour chaque acte médical le consentement libre et éclairé du patient, et introduction de la personne de confiance, ça c'était 2002, la loi dite Kouchner. 3 ans plus tard, avril 2005, je vais vite parce qu'on va détailler la dernière loi, celle qui est en vigueur. Donc 3 ans après 2002, avril 2005, la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite loi Leonetti, qui là nous dit interdiction faite aux médecins de pratiquer l'obstination déraisonnable, obligation faite aux médecins de soulager les souffrances au risque du double effet, toujours la personne de confiance et on introduit des directives anticipées. Et 11 ans plus tard, en février 2016, et encore valable aujourd'hui, la loi dite Claes-Leonetti, qui crée de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Tout ça, en fait, s'il vous plaît, tout ça, c'est en fait une progression des droits des patients en fin de vie, parce qu'il s'agit d'essayer de rééquilibrer la relation soignant-soigné pour entrer dans une relation de confiance et d'alliance, alors que pendant longtemps, on reprochait aux médecins de décider tout seul. Voilà. Bien. Et puis, donc, arrive la fameuse loi du 2 février 2016.
la loi dite Claes-Leonetti, avec comme points principaux l'obligation pour le médecin de respecter la volonté des patients, de refuser ou de ne pas recevoir un traitement, les directives anticipées qui s'imposent au médecin, le rôle de la personne de confiance qui est renforcé et le droit à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès dans certaines circonstances, en cas de souffrance réfractaire, pour les personnes présentant une maladie grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme, donc quelques heures à quelques jours, plus bien sûr avec la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès doit être associé un traitement antalgique. Oui. Yves, est-ce que tu peux pousser un peu parce que ta tête les dernières Alors, pour revenir un peu avant, parce que là vous en avez... Voilà, merci. Encore avant. La sédation profonde. Avant, pas après, avant. Voilà. Donc, un des points de cette loi 2016, ça a été la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. De quoi s'agit-il? Il s'agit, donc dans des conditions bien particulières, on les a déjà citées, d'endormir d'emblée profondément et durablement jusqu'à la mort. Il y a des conditions d'accès, ça peut être sur demande du patient ou quand le patient n'est pas en état de s'exprimer, sur décision médicale, mais surtout, ce n'est pas une décision comme ça, sur un coup de tête. Certes, elle repose cette décision sur le seul médecin référent, mais elle ne peut avoir lieu qu'à l'issue d'une procédure collégiale qui est obligatoire, à laquelle participeront le médecin référent du patient, l'équipe soignante, aides-soignants, infirmiers, rééducateurs, psychologues, et un médecin extérieur sans lien hiérarchique avec cette équipe. Et bien sûr, il s'agira de tracer les décisions, dater, argumenter qui est présent, quelles sont les décisions prises, quels sont les points d'achoppement, et finalement, quelle est la décision prise. Ça, c'est ce qui était proposé donc, dans la loi de 2016. À l'époque, il n'y avait pas eu de volonté, en tout cas, il n'avait pas été indiqué que chaque sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès serait répertoriée, serait tracée. D'accord ? Donc, ce qui pose la question de l'évaluation. Ça a été un petit peu difficile d'évaluer. C'était en 2016. Voilà. Dans cette loi de 2016, on parle de la personne de confiance et que son rôle a été renforcé. La personne de confiance, vous êtes tous au point sur personne de confiance, c'est votre porte-parole. C'est son témoignage, mais de votre volonté qui prévaut sur celui de toute autre personne. Sa désignation n'est certes pas une obligation. C'est possible pour tout majeur, même sous tutelle, de désigner une personne de confiance. Ça se fait par un écrit qui doit être co-signé par la personne que vous désignez. Et ça peut être annulé à tout moment. Et il est bien évidemment conseillé d'informer un tiers au moins de la personne de confiance que vous avez désignée, notamment s'il ne s'agit pas d'une personne de votre famille. C'est important de prévenir votre famille que vous avez désigné un ami comme personne de confiance. Parce que les situations de fin de vie sont rarement des moments extrêmement joyeux et apaisés. Si en plus il y a des tensions entre vos proches, c'est quand même dommage. Voilà. Encore un point sur cette loi de 2016, les directives anticipées qui s'imposent aux médecins. Alors, c'est ce qui est écrit dans le texte, mais on est tous un petit peu cohérents. Le médecin a fait des études, on est d'accord. Donc, c'est pas quelque chose que je vais avoir rédigé sur le coin d'une table qui va s'imposer à un médecin. Ces directives anticipées, elles peuvent tout à fait ne pas être appliquées si le médecin, quand il en a besoin, les trouve inadaptées. D'accord ? Voilà, il faut aussi un petit peu... Donc c'est pour ça aussi que ça peut faire rediscuter la façon de discuter des directives anticipées, de les rédiger peut-être. Ce sont des instructions écrites, certes, qui permettent à toute personne majeure d'exprimer sa volonté relative à sa fin de vie, notamment à utiliser le jour où elle n'est plus capable de s'exprimer. Elles sont valables sans limitation de temps. Elles priment sur la vie de la personne de confiance puisque c'est vous-même qui avez exprimé quelque chose. Alors, elles ne sont pas obligatoires, certes. Chaque personnel de santé a pour responsabilité d'en parler. Voilà. Et on va dire qu'en 2019, on avait sollicité un petit peu la population. 13% des plus de 50 ans avaient rédigé des directives anticipées.
Je n'en dis pas plus et je ne pose pas de questions. En tout cas, voilà, je vous ai parlé tout à l'heure d'un bout de papier rédigé sur le coin d'une table. Oui et non. Il existe des formulaires. Alors, vous êtes libre d'écrire sur un papier, hein, mais il existe des formulaires. Alors, vous avez le formulaire, par exemple, proposé par la Haute Autorité de Santé, la HAS. Voilà, vous avez aussi les directives anticipées, un formulaire proposé par la Société de réanimation de langue française, qui va vous dire, par exemple, mais si vous allez en réanimation, peut-être que certains traitements vont faire qu'on va devoir vous amputer. Est-ce que vous avez envisagé ça? Donc, vous avez, avec chaque formulaire, généralement, un petit dossier auparavant très court, mais qui vous redonne un peu le contexte. À chacun de se demander si c'est de cela qu'il a besoin pour rédiger des directives anticipées. Vous avez aussi l'Association pour le droit de mourir dans la dignité qui a produit un formulaire. Vous avez aussi la Conférence des évêques de France qui a produit un formulaire en juin. Donc je trouve que c'est intéressant d'aller regarder un petit peu ces différentes propositions pour commencer à vous forger un peu une idée. Et puis, il y a une association qui s'appelle Jalmalve, Jusqu'à la mort, accompagner la vie, qui n'a pas produit de formulaire de directive anticipée. Parce que pour eux, ce qui est important, c'est de réfléchir à ce qui est vraiment, ce qui nous tient à cœur, ce qui serait important pour les quelques temps avant la mort. Et du coup, c'est un jeu de cartes. Oui, on va dire que c'est un jeu de cartes, ça se présente comme un jeu de cartes. Et vous avez dessus des propositions. Est-ce que c'est important pour moi de pouvoir donner mes organes ? De pouvoir choisir qui me voit si je suis très dégradée, de pouvoir prendre les décisions qui me concernent jusqu'au bout. Il ne s'agit pas de dire, voilà, moi c'est ça que je veux. C'est juste du matériel pour réfléchir. Et je crois qu'on peut tous être invités, on est tous invités en tout cas à réfléchir. Que ce soit consigné par écrit ou pas, c'est autre chose. Et en tout cas, si vous les écrivez, c'est important de les déposer. Je ne parle pas d'un acte notarié, hein, mais simplement, apportez-les à votre médecin traitant ou à un spécialiste qui vous suit. Ce serait une belle occasion pour en discuter et puis de vérifier avec ce professionnel de santé si finalement elles tiennent à peu près la route. Parce qu'il ne faut pas demander n'importe quoi non plus. Enfin, voilà, comme je vous ai dit, les médecins ont quand même une formation. On ne va pas décider de quelque chose comme ça sans savoir ce qui risque de nous arriver ni l'état dans lequel on sera. Voilà. Et puis c'est surtout très important parce que c'est envisager la fin de la vie, mais c'est envisager aussi la qualité de la vie qui reste à vivre. Et ça, c'est plutôt très important, je crois. Alors, 6 ans après la loi Claes-Leonetti, nous arrivons donc au 13 septembre 2022 et le Comité consultatif national d'éthique, appelé aussi CCNE, dans l'avis 139, déclare « Il existe une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir à certaines conditions strictes. » Voilà, il y a 1 an, le CCNE nous offre ça. Quel est leur constat? La place dans la mort dans la société, c'est un peu particulier. Très banalisé dans certains jeux vidéo et en même temps complètement occulté. Il n'y a plus de traces de deuil. On cache un petit peu. Quand on a un décès dans la famille, on est absent au travail, mais on n'en parle pas. Voilà. La place un peu curieuse de la mort dans la société. Une surmédicalisation qui est aussi le fruit de l'avancée des recherches en médecine, des progrès de la médecine, l'allongement du temps de fin de vie, ce dont parlait Yves. Pour certains aussi, cette expression « on meurt mal », pas assez d'unités de soins palliatifs, et puis une difficulté d'accès à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès qui figurait dans la loi de 2016. Donc face à ce constat, eux font des propositions, avant tout de développer les soins palliatifs, que ce soit les unités de soins palliatifs, mais aussi les soins palliatifs à domicile, d'organiser l'interdisciplinarité par rapport à la fin de vie, de donner des moyens de processus délibératif, de soutenir l'expression anticipée, de rendre plus effectif l'accès à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, de continuer à travailler à la prévention du suicide. Quand on pense à la mort, on ne peut pas occulter la question du suicide. Et puis, donc, leur proposition, c'est en cas de maladie grave et incurable avec un pronostic vital engagé, cette fois-ci à moyen terme,
La loi de 2016 nous parlait d'un pronostic vital engagé à court terme. Là, on ouvrirait à moyen terme, à l'issue d'une procédure collégiale, tout en gardant la clause de conscience pour préserver les soignants, avec évaluation, une ouverture à une aide active à mourir. Leur idée, c'était de pouvoir concilier deux principes fondamentaux. L'autonomie du patient, de la personne qui souffre d'une maladie et qui demande cette aide active à mourir, et d'autre part, ce devoir de solidarité avec les personnes les plus fragiles. Parce que certaines personnes qui souffrent d'une pathologie vont demander une aide active à mourir, une autre personne qui souffrira de la même pathologie ne le demandera pas. Et puis, il y a des gens plus vulnérables dans la vie, il ne s'agit pas que ces personnes se sentent invitées à demander une aide active à mourir. Donc ça, nous en étions au mois de septembre, c'est très important, moi je vous invite à aller consulter parce qu'il y a vraiment eu un effort de vulgarisation et d'utiliser des mots vraiment faciles à comprendre dans cet avis 139. Et voilà, le CCNE insiste sur le fait que la très grande majorité des situations de fin de vie pénibles, on entend parfois on meurt mal en France, il y a des fins de vie pénibles, voire inacceptables, c'est souvent parce qu'il y a une mise en œuvre insuffisante, parfois par méconnaissance aussi, de la loi et de ce qui est possible aujourd'hui. Donc ça, c'était important de le signaler. Alors, dans cet avis 139, il y a bien précisé, avant tout, développer les soins palliatifs, et puis une ouverture à l'aide active à mourir. Voyons cela d'un tout petit peu plus près. Les soins palliatifs, déjà, ce n'est pas les traitements palliatifs, c'est les soins palliatifs. Une chose, voilà, que je veux vous dire tout de suite, autant on peut envisager parfois de ne pas instaurer un traitement, on peut envisager de l'arrêter. Les soins, eux, ne s'arrêtent jamais. C'est pas un hasard si ça s'appelle les soins palliatifs. Ça ne s'arrête jamais. Taper à la porte d'une chambre, ouvrir la porte de la chambre, saluer, regarder la personne qui est dans le lit ou dans le fauteuil, ça c'est déjà du soin. Et ça ne s'arrête jamais. Donc les soins palliatifs, et bien voilà, tout à l'heure Yves nous a parlé de son voyage en Grande-Bretagne auprès de Cicely Saunders. Et bien Cicely Saunders en 1967, c'est un médecin britannique, a parlé de total pain, souffrance totale. Et à partir de là, tout a changé. Qu'est-ce que la souffrance totale? Pour elle, la souffrance totale, c'est pas que la douleur physique, non. C'est la douleur physique, la douleur psychique, la douleur sociale et la douleur spirituelle. C'est ça la souffrance. Et quand on dit qu'on doit faire face à toutes les souffrances, c'est à toutes ces souffrances-là qu'il faut penser. Donc, 1967, Cicely Saunders parle de total pain. Et en France, il faudra attendre la circulaire Larocque en 1986, qui vient organiser les soins et l'accompagnement des personnes en phase terminale de leur maladie, pour qu'en France commence en 1987, à la Cité universitaire, la première unité de soins palliatifs. Je parle d'unité de soins palliatifs, c'est-à-dire des services où il y a des lits avec, voilà, uniquement des personnes en soins palliatifs. Vous avez également des équipes mobiles de soins palliatifs. Vous avez des équipes où il y a au minimum un médecin formé en douleurs soins palliatifs, psychologue et infirmier qui se déplacent à la demande des autres services de l'hôpital. Voilà. Vous avez des lits dédiés soins palliatifs, identifiés soins palliatifs dans certains services. Un service par exemple de cardiologie, il y a, quand on en fait la demande et quand on s'organise pour, il peut y avoir par exemple 2 lits qui sont dédiés aux soins palliatifs. Donc s'il n'y a pas d'unité de service entier de soins palliatifs, il y a d'autres formes pour avoir accès. Alors, ce n'est certes pas la même qualité et ça reste totalement insuffisant, mais il y a eu une évolution effectivement en 10 ans un peu quand même, à se dire qu'aujourd'hui il n'y a plus un seul département où il n'y a aucune proposition. Mais ça reste totalement insuffisant. Et quand on dit qu'il n'y a plus de département où il n'y a pas de proposition, ça ne veut pas dire qu'il y a des services dans tous les départements. Hein? Voilà. Pardon? Il y en a 26 qui n'ont pas d'unité. D'unité, voilà. Voilà. Mais quand on parle de la France, c'est aussi les départements et territoires d'outre-mer.
à Mayotte, il y a une équipe mobile de soins palliatifs. Voilà. Par exemple, l'hôpital de Corbeil, qui n'est pas loin d'ici, le centre hospitalier sud-francilien, il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. Il y a une équipe mobile de soins palliatifs. Et le médecin n'est d'ailleurs pas fâché que ce soit une équipe mobile. Voilà, ça dépend aussi de comment l'équipe est sollicitée, quelles sont les relations qui peuvent être créées. Et puis, cette formation aux soins palliatifs, elle reste quand même très, 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 très minime en France. Donc, il y a beaucoup à développer et à travailler. Voilà, donc, 1987, la première unité à la cité universitaire. Que sont les soins palliatifs? Ce sont des soins actifs et continus, délivrés par une équipe pluridisciplinaire dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou incurable. L'objectif des soins palliatifs, on est bien d'accord, ce n'est pas de guérir, mais de prévenir et de soulager la souffrance globale, Total Pain, Cicely Saunders, dont on vient de vous parler, donc viser la qualité de vie, qualité de la vie qui reste à vivre. Il s'agit effectivement d'organiser le soutien pour le patient et pour ses proches. Ça peut avoir lieu, c'est normalement proposé en établissement de santé, ça doit pouvoir avoir lieu aussi à domicile et en institution, et dans les services de soins palliatifs, en tout cas quand il y a une prise en charge par les unités de soins palliatifs ou les équipes mobiles, il peut y avoir de proposer des sédations proportionnées à durée déterminée. Voilà, ça vient faire écho à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès proposée par la loi de 2016, où d'emblée on endort profondément et il n'y aura pas de réveil, et la personne mourra de sa maladie mais ne se réveillera pas, alors que avec les soins palliatifs peuvent être proposées des sédations proportionnées. Ça fait 2 jours que je souffre terriblement, je voudrais bien pouvoir recevoir mes proches, je voudrais bien essayer de prendre des décisions, mais quand on souffre, non, ce ne sont pas des conditions pour prendre une décision. On vous permet, on vous endort, voilà, on vous donne, on vous dit que pendant 12 heures, pendant 24 heures, on vous endort, on vous réveillera dans 24 heures, vous n'aurez pas vécu votre souffrance pendant 24 heures, et là on reverra un petit peu ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, comment on peut avancer ensemble. Voilà un petit peu la démarche des soins palliatifs. Dans cet avis 139, on nous parlait aussi de l'aide active à mourir. Alors que c'est tout à fait délicat de parler de l'aide active à mourir ici en France aujourd'hui. On est d'accord, ce n'est pas autorisé. Donc, ce serait un terme en France pour parler à la fois de l'euthanasie et du suicide assisté, avec une participation médicale, visiblement. Avec d'un côté l'euthanasie, qui est l'acte d'un tiers médecin mettant délibérément fin à la vie d'une personne qui le demande, dans l'intention de mettre un terme à une situation jugée insupportable. Par contre, le suicide assisté, c'est le fait de prodiguer à une personne qui le demande l'environnement et les moyens nécessaires pour qu'elle mette fin à sa vie. Il y a donc auto-administration de la substance létale. L'acte est rendu possible par un tiers, mais pratiqué par la personne elle-même. Est-ce que c'est clair ou il faut... C'est bien clair, il n'y a pas besoin d'exemple. Parfait. Alors, on va poursuivre un petit peu. Donc du coup, l'avis 139 du CCNE est sorti. Suite à cet avis, en septembre 22, le président de la République a demandé que soit organisée une convention citoyenne sur la fin de vie. Elle a eu lieu de décembre 2022 à avril 2023, avec 184 citoyens tirés au sort, qui ont vécu 9 sessions de travail, 27 jours. Certes, c'était des citoyens tirés au sort, mais vous pouvez tout à fait aller revoir sur YouTube les débats et les intervenants qui ont participé lors de ces sessions de travail, vraiment. Une question pour ces citoyens, le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées, ou bien d'éventuels changements devraient-ils être introduits? La Convention citoyenne a travaillé et elle se prononce en faveur du développement des soins palliatifs et de l'ouverture sous condition du suicide assisté et de l'euthanasie, avec des conditions bien particulières. Et bien sûr la mise en place d'une commission de suivi et de contrôle. Alors,
La présentation du projet de loi était prévue pour septembre. Là, on annonce plutôt décembre. Voilà. Le sujet est sensible, le sujet est compliqué. Bien. Suite à cette convention citoyenne, quelques avis ont été rendus. Notamment le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui était organisateur aussi de la convention citoyenne. Donc sans surprise, en mai 2023, ses conclusions sont les mêmes que ceux de la convention citoyenne. Développement des soins palliatifs et ouverture à une aide active à mourir, c'est-à-dire suicide assisté et euthanasie. Le Sénat, en juin 23, avec 4 rapporteurs, se prononce contre l'ouverture à une aide active à mourir, car dit que le caractère pourrait être périlleux, que le discernement c'est pas évident, que le pronostic vital c'est difficile de le dater. Et donc sur 4 rapporteurs, il y a une personne qui a émis une réserve. Par rapport aux réserves, j'ai oublié de vous dire que pour l'avis 139 du CCNE, donc ce comité, il y a 45 membres. Sur les 45 membres, 8 ont émis des réserves. 8 ne sont pas d'accord avec les propositions de la convention de l'avis 139. Voilà. Donc le Sénat, 4 rapporteurs se prononcent contre l'ouverture à l'aide active à mourir. Une réserve, savoir qu'il y a eu des élections là, que les sénateurs pour certains ont changé. Le souci un petit peu de ce rendu de juin 2023, c'est que ça remettait même en question la loi de 2016. Donc quand la loi, parce qu'il faut qu'elle passe par le Sénat, la loi à un moment donné, le projet de loi, on espère qu'il y aura un travail un peu approfondi et voilà, sur la question. La Cour des comptes, en juillet 23, elle dit qu'il y a une nette évolution des soins palliatifs en disant mais, qu'il reste un défaut de stratégie globale, aussi bien au niveau régional que national, et que le financement est à revoir, ça vraiment. Qu'il s'agit de rééquilibrer l'offre de soins entre l'hôpital, la ville et puis tout ce qui pourrait être intermédiaire. Quant à l'ouverture à l'aide active à mourir, finalement la Cour des comptes dit nous ça ne relève pas de notre compétence, donc on ne se prononce pas. Alors, on en a qui se prononcent, qui mettent des réserves, il y en a qui se prononcent pour, il y en a qui se prononcent contre, il y en a qui refusent de se prononcer. L'Académie de médecine, en juillet 23, elle dit oui au développement des soins palliatifs, elle dit suicide assisté avec condition, et bien sûr clause de conscience, mais il y a des réserves quand même aussi. D'accord ? Voilà. À présent, voyons quelques prises de position. Alors, j'ai absolument pas mis toutes les prises de position qui ont eu lieu depuis un an. Voilà, j'en ai juste choisi 2 thèmes. J'ai pris la décision, la prise de position de Côme Baumier, qui est un médecin président de Soignants et Chrétiens, et qui dit « Mon rôle de soignant et chrétien est de dire que nous avons le devoir de combattre pour la vie, mais aussi de répondre à toutes les souffrances, y compris dans les cas extrêmes, par tous les moyens, comme un même geste d'amour. » Il déclare ça donc le 12 février 23, dans un article écrit. C'est important quand on regarde les prises de position, est-ce qu'il s'agit d'une interview orale? Est-ce qu'il s'agit d'une conversation? Est-ce qu'il s'agit d'un article écrit? Enfin, je trouve que c'est important aussi de voir porter sa valeur. Et puis, probablement, les avez-vous vu passer aussi, il y a eu des articles, des tribunes de soignants de différentes spécialités, médecins et non-médecins, des tribunes de philosophes, de juristes, de sociologues, de politiques, certains disant oui, c'est une avancée, d'autres disant non, absolument pas. Par exemple, le domaine de la psychiatrie, alors je ne veux pas généraliser, mais beaucoup de psychiatres se sont exprimés en disant mais quelle catastrophe si cette loi passe pour nos patients à risque suicidaire. Mais, enfin, voilà, c'est une vraie question. Alors, entre rupture anthropologique pour certains, on va dire l'attention à la vulnérabilité, la crainte des dérives par rapport à ce qui est observé dans les pays étrangers, et puis entre autonomie et individualisme. L'autonomie, c'est entendre ce que la personne demande, la personne qui souffre, qui expérimente la maladie, jusqu'où ça ne devient pas de l'individualisme, comment ça impacte la société, cette volonté de toute puissance peut-être aussi, et comment on impose quelque chose à l'autre. Donc on a vraiment des prises de position
des deux côtés. Donc on sent que la situation, si c'était une question simple, elle serait réglée depuis longtemps. Et puis, il ne faut pas négliger le fait qu'il y a des mots qui sont, alors peut-être malmenés, en tout cas utilisés de part et d'autre, comme le mot compassion. Que ne ferait-on pas par compassion? Pour certains, c'est tu souffres, mais tu es mon frère et je souffre avec toi. Pour d'autres, c'est oui, par compassion, je te donne la mort. Voilà, donc c'est un petit peu embêtant que ce même mot serve à tout. Le mot dignité aussi. Alors je me garderai bien de le définir. Alors vous avez des dossiers qui sortent régulièrement. Il y a un dossier la vie du 7 au 13 septembre. Si on parlait de dignité, concept fourre-tout ou principe d'humanité. Voilà. Donc on a fait en sorte que ce document soit transmis, si vous le souhaitez, sous forme électronique, et on peut vous envoyer le dossier. Donc c'est très riche d'entendre parler de la dignité de différentes façons. Voilà un petit peu les prises de position. Et puis dans tout ça, on a essayé d'entendre aussi ce que l'Église nous disait, l'Église institution. Voilà. Et là, je passe la parole à Yves. Ça va, c'est pas trop. Dans notre travail, on a donc fait tout ce travail, je dirais, citoyen, que Valérie a rendu compte de façon détaillée en allant regarder qu'est-ce que les lois ont prévu, la pratique, et qu'est-ce qui s'amorce comme ouverture proposée par le CCNE et les conséquences que ça a. Après la prise de position donc, du CCNE, du Conseil consultatif national d'éthique, il y a eu des réactions ecclésiales. Ça a été d'abord Pierre Dornelas, qui est le responsable du comité d'éthique des évêques de France, qui a fait un interview dans le journal La Croix et qui a insisté sur, au fond, le fait que cette aide active à mourir, c'est difficilement acceptable à ses yeux parce que, au fond, on prend au mot les personnes, on ne respecte pas l'interdit fondateur de « tu ne tueras point », que ça s'oppose au serment d'Hippocrate et que, au fond, ça s'appuie sur une notion de la liberté qui est, au fond, très individualiste. C'est mon choix, je décide quand je veux mourir. Et il considère que, au fond, c'est quelques cas qui nécessiteraient cela et que ça lui semble non ajusté. Quelques jours précédemment, il y a eu des membres du Conseil permanent qui ont fait une tribune, ce qui est déjà un choix. C'est-à-dire que les évêques ont fait le choix d'une parole publique, signée nominativement, sous la forme d'une tribune, non pas dans un journal catho, mais dans le journal Le Monde, qui était une manière de prendre position dans la société française en exprimant un certain nombre de choses, dans lequel ils expriment d'abord qu'ils ont entendu la souffrance des personnes, les difficultés qu'elles vivent, la difficulté des familles qui sont bouleversées par ces situations-là, d'autre part par les préoccupations des soignants qui se retrouvent dans des situations difficiles à gérer, et que face à cela, il faut à la fois entendre, accompagner, et on sent là qu'il y a une vraie préoccupation et une compassion par rapport aux personnes et aux situations concrètes. Et en même temps, en disant, et c'est le titre, au fond, est-ce que l'attente la plus profonde de tous n'est-elle pas l'aide active à vivre plutôt qu'une aide active à mourir? Les évêques ont continué à réfléchir et ont fait deux autres prises de parole, mais là, davantage, j'allais dire, entre guillemets, en interne, puisqu'il y a eu, au moment de leur rencontre en novembre, une lettre pastorale qui était, durant leur rencontre, je dirais, à Lourdes. C'est une rencontre qui a été très chahutée par les révélations à ce moment-là d'abus commis par des évêques, mais ils avaient préparé ça de longue date et en lien aussi avec la fête du 2 novembre, et donc l'attention par rapport aux défunts. Et donc avec une réflexion, avec toute une composante spirituelle, aux morts, où est ta victoire? Et ça s'est poursuivi avec une proposition de ressources pour la réflexion et la prière en janvier.
toujours la CEF, la conférence épiscopale, a proposé un formulaire de directive anticipée au mois de juin. Ça n'est pas encore mis en ligne, je crois, sur le site du diocèse, mais il y aura des pages dédiées autour de ça dans les semaines qui viennent. Il y a un autre texte qui nous a pas mal marqué, il y a eu un débat parlementaire en Italie, et où, à ce moment-là, un membre de l'Académie pontificale pour la vie s'est exprimé, et au fond, ils avaient un choix à faire, ou bien de s'opposer au suicide assisté, ou bien de renouveler l'opposition à l'euthanasie. Et ils se sont dit, de toute façon, il y aura une loi, quelle est la moins mauvaise situation? Et c'est intéressant de retenir cette formulation-là qui est quelle serait la meilleure pratique possible par rapport à des personnes. C'est-à-dire non pas de se resituer au niveau d'un impératif éthique, mais d'abord dans un accompagnement. Et un dernier texte, je vais revenir sur ce que ça engage ces questions-là. Un texte des évêques de Belgique, beaucoup plus ancien, les Belges, ça fait 20 ans qu'ils ont mis en place une loi et qui pratiquent des euthanasies. Ça représente à peu près 2,5% des décès qui sont l'aboutissement d'une euthanasie. Et les évêques ont fait un texte au service de tous les agents pastoraux qui accompagnent dans les hôpitaux ou à la maison, et en disant, quelle que soit la décision de la personne, continuez à accompagner. C'est-à-dire de non-jugement par rapport à la décision prise et de continuer à être là et à accompagner. Alors, déjà quelques éléments de réflexion par rapport à l'expression de l'Église, en reprenant des distinctions traditionnelles. Quand nous disons traditionnelles, c'est XIIe siècle, c'est Thomas d'Aquin, entre autres, et ça a été reformulé plus récemment, notamment par un homme qui a beaucoup marqué la morale, l'expression de la morale catholique, qui était Xavier Thévenot, un homme qui est mort avec un Parkinson très avancé, qui était salésien, et qui enseignait à la Catho, c'était un de mes professeurs, et qui invite à repérer qu'il y a 3 niveaux de position morale. Une universelle, qui est notamment le commandement, tu ne tueras point. On est dans une loi générale. Mais ensuite, qu'est-ce que je fais en situation de guerre? Là, il y a de la violence, il y a des menaces pour mon pays, pour ma famille, pour mes proches. Et là, à ce moment-là, il y a l'autorisation de prendre les armes et éventuellement de tuer un ennemi, mais pas n'importe comment. Et il y a des lois de la guerre, même si on voit bien, et malheureusement, les situations récentes montrent bien que beaucoup de pays ne le respectent pas. Mais normalement, il y a encore des règles, mais on reconnaît que là, il y a une autorisation de tuer, ou du moins une tolérance. Et puis, il y a des situations singulières. Par exemple, si un ennemi est désarmé, je n'ai pas le droit de le tuer, ou par derrière, ou s'il ne menace plus personne. Ou bien, que faire devant tel malade, dans telle situation? Quelle est son histoire personnelle? Quelle est son histoire familiale? Où est-ce qu'il en est? Quelle est sa maladie? Où est-ce qu'il en est? À quelle étape de sa maladie? Etc., etc., etc. Là, on rentre à ce moment-là dans une situation singulière, où il n'y a pas de réponse toute faite à l'avance. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là une morale en situation. Ce n'est pas une morale de situation, je fais ce que je veux, mais c'est en situation, être amené à prendre une décision. D'où, au fond, un essai de réflexion pour une décision morale juste. C'est quand on a fait notre travail sur 2 ans, pour aboutir au texte que je vais vous présenter après. On a travaillé notamment avec Anne-Solène Kerbraun, une moraliste et une religieuse, et qui est professeure à la Catho, qui a eu la gentillesse de venir jusqu'à Évry pour travailler avec nous. Et notamment, elle nous a rappelé, là encore, la décision morale juste, elle relève de la conscience personnelle. Ce n'est pas une société individualiste qui dit ça. Là encore, c'est saint Thomas, XIIe siècle, XIIIe siècle.
c'est un choix éclairé par l'analyse de la situation. C'est-à-dire, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe, comment la question elle est posée, par qui, dans quel contexte, etc. Et donc avec aussi toute l'historique. C'est une écoute de la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est à la fois l'analyse de la situation, mais y compris le regard que je porte sur la situation est éclairé par ma propre façon de me mettre aussi à l'écoute de Dieu. C'est le dialogue avec d'autres, c'est-à-dire qu'est-ce que je risque d'oublier dans ma réflexion, mais c'est aussi, si je prends moi telle décision pour moi, quelles conséquences ça a pour d'autres. Dans le travail qu'on a fait, vous aviez ça, si vous avez regardé les documentaires qui ont été présentés, une femme en Belgique, et qui en Belgique c'est autorisé pour des personnes qui sont très dépressives, et qui demandent à bénéficier, et le médecin lui pose la question, mais est-ce que vous en avez parlé avec vos 2 fils? Ah non. Et le médecin lui dit, mais alors eux vont être confrontés à votre décès, et vous ne les aurez même pas prévenus de cela. Donc, quel est l'impact de mes décisions personnelles? L'écoute des avis du magistère, pas évêque. J'ai volontairement mis en gros des, parce que ça n'est pas unique. Et déjà tout à l'heure en vous présentant, entre ce que dit Pierre Dornelas et ce que disent le collectif d'évêques, le conseil permanent, on n'a pas tout à fait la même sensibilité. On pourrait dire, pour revenir sur la diapo précédente, Pierre Dornelas se situe du côté de la morale particulière, d'une façon générique, et les évêques, ils reconnaissent qu'au fond, c'est pas facile de prendre des décisions, parce que les malades souffrent, ils sont très secoués par ça et par l'histoire de la maladie, les familles et les soignants se retrouvent dans des situations parfois intenables. Donc, ça nuance énormément les choses. La confrontation en Église, c'est-à-dire qu'est-ce que me disent d'autres croyants? Comment ils réagissent? Comment l'Église, d'une façon habituelle, a réfléchi à ces situations-là? Et puis, et le dernier, il y a un critère évangélique par excellence, et le dernier. C'est-à-dire celui qu'on risque d'oublier, le petit, le pauvre, ceux dont on n'entend pas la parole habituellement. Valérie faisait allusion tout à l'heure, ça a été une de nos questions. Si on entrouvre la possibilité d'une aide active à mourir, est-ce que ça ne va pas dire à un certain nombre de personnes âgées ou en situation de handicap profond, il serait quand même largement temps de partir. Et donc là, il y a une question que nous devons entendre. Et enfin, la prière avant de prendre une décision. Dans une tradition spirituelle qui est les sulpiciens, les formateurs de prêtres, c'est une nuit et une messe avant de prendre une décision. Pas seulement par rapport Alors, quelques mots sur notre groupe. J'en ai déjà dit une partie, une double initiative, un professionnel, Michel Bansard, un groupe pluriprofessionnel, une feuille de route que nous a donnée Michel Bansard, lui fournir des réflexions personnellement à lui, proposer en langage accessible aux chrétiens de l'Essonne. On retrouve là la question de soumettre aussi à des groupes d'église, et puis animer un débat en 3 lieux. Draveil au Juvisy, le centre Essonne et puis le sud. Voilà. C'est un travail de 2 ans. On a lu énormément d'articles. Vous avez une veilleuse informatique et journalistique fabuleuse. Des formations professionnelles et chrétiennes, y compris en équipe. On a été à des soirées de formation ou une après-midi de formation à Draveil. On a participé à un certain nombre de débats. Au départ, on devait simplement après faire des débats, mais là, on a été dans les débats, non pas comme intervenant, mais comme écoutant. Et puis, on a analysé les avis reçus, etc. Et on a fini par élaborer un texte que nous avons d'abord retravaillé avec Michel Bansard, et ensuite que lui-même a décidé de publier avec d'autres textes, notamment les textes des évêques. Voilà. La suivante, s'il te plaît. Qu'est-ce que nous avons cherché à dire? D'abord, on a mené donc toute une réflexion citoyenne, c'est-à-dire nous reconnaissons que nous nous situons, je vais me pousser pour que ça soit peut-être plus facile, que vous puissiez voir, dans une société plurielle. C'est-à-dire on ne peut pas avoir une parole
en prétendant qu'il n'y a qu'un seul avis possible. Parce que nous sommes avec des concitoyens qui ont d'autres avis. Donc notre avis ne peut être que modeste, et en sachant que de toute façon, il rentrera en débat avec d'autres. Et qu'on est dans une société qui a une tradition, je ne parle pas de tradition religieuse, mais une tradition bioéthique. Valérie a bien resitué en montrant comment il y a eu une succession de décisions. Et d'autre part, qu'on a cherché à mener une réflexion, d'abord de citoyens, mais aussi de chrétiens, avec un regard de foi, mais avec le souci sans arrêt de dialoguer et de prendre le temps d'écouter sérieusement des avis contraires à nous. C'est-à-dire, on n'est pas des militants d'une cause, on essaie vraiment de vivre le dialogue. La prise en compte... Ah, oui, d'accord, merci. La prise en compte d'abord de la situation des malades en fin de vie, ou des personnes avec une polypathologie mal soulagée. C'est-à-dire, les situations, elles sont multiples. Ça n'est pas la même chose si c'est quelqu'un qui est par exemple avec un cancer, ou si c'est quelqu'un qui va petit à petit perdre ses différents moyens de communication, de motricité, etc. Et notamment dans ces pathologies que Valérie accompagne. Il y a aussi la situation des personnes avec un pronostic engagé à moyen terme. C'est-à-dire des personnes pour qui ça ne va pas se jouer en quelques jours, mais plutôt quelques semaines jusqu'à 6 mois. Et j'ai signalé là, il y a 2 mots. Les anglo-saxons parlent du mourir. On vous annonce un cancer, ça ne veut pas forcément dire que c'est grave, mais c'est quand même, il y a l'imaginaire social qui fait que la mort, elle s'envisage. Non pas à durée déterminée, ça peut être 5 ou 10 ans, mais j'allais dire, on ne peut plus faire comme si on n'avait rien. La fin de vie, c'est autre chose. La fin de vie, c'est quand, effectivement, ça commence à être à durée plus proche. Et enfin, ce qu'on appelle l'agonie, c'est quelques heures. Et d'autre part, on s'est mis en face du déficit de moyens techniques et humains. Concrètement, développement des soins palliatifs, tout le monde est d'accord. Tous ceux qui se sont prononcés. On en a pour 10 ans, ça fait 25 ans que ça a été voté. La mise en œuvre, elle n'est pas encore faite. Et donc on est dans un déficit phénoménal. En plus de ça, soyons lucides, on manque de médecins. Et d'autre part, le financement, ça n'a pas du tout été évoqué pour l'instant, mais il est inadapté. La collaboration entre un médecin de ville, l'infirmière et les travailleuses familiales ou les soignants qui vont venir à domicile n'est absolument pas prévu. C'est gratis pro deo, ça. Donc quand on dit qu'il y a certes une équipe mobile, mais qui va faire le boulot sur le terrain? C'est là où ça, c'est pas financé. Et donc là, il y a des choses qui sont... Et on n'aura pas un nombre suffisant, une réponse suffisante par les soins palliatifs au moins à 5 ou 10 ans. Et au rythme où on va actuellement de formation, pour les médecins, il faudra 100 ans avant que tous les médecins soient formés. On est plus là. Ajuster notre regard, c'est-à-dire on s'est toujours mis en se disant comment entendre ceux qui sont là aujourd'hui, qui souffrent, comment les accompagner, comment les soulager. Des malades qui ont fait donc voilà, et donc oui, non, ce qu'on a dit, dans ces situations singulières, donc des malades qui ont un pronostic vital engagé mais à moyen terme, ils ne peuvent bénéficier de la sédation profonde et continue. Parce que ça ne rentre pas dans les clous de la loi de 2016 pour le temps présent. Et donc dans ces situations singulières, nous proposons la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Elle pourrait être mise en place à la demande du patient majeur, en toute conscience, dans le cadre d'une procédure collégiale spécifique telle que prévue par la loi de 2016 et à la fin d'un parcours de soins prolongé. C'est notre proposition, c'est-à-dire de ne pas faire une loi spécifique d'une aide active à mourir, mais de dire qu'il suffirait d'avoir un article complémentaire dans la loi de 2016. Non, continue encore. C'est parce que tu n'as pas pris le dernier que je t'ai envoyé ce matin. Alors avant. Oui, voilà. C'est une démarche qui implique soignants et l'entourage pour soutenir la personne. On a bien conscience que ça n'est pas seulement la personne qui est en jeu.
mais son entourage, sa famille. Et que donc, c'est pas simplement la décision de monsieur ou madame Attal. Donc comment on va en tenir compte? Et en même temps, c'est bien la personne quand même il n'y en a qu'une qui souffre. Les autres souffrent, mais d'une autre façon. Donc on a fait le choix de cette extension de la loi 2016 pour limiter les dérives possibles. Parce qu'on s'est bien rendu compte que dans tous les pays, il y a eu des dérives. Ça a eu des extensions, sauf l'Oregon, qui a développé le suicide assisté. Le choix de ne pas faire, le souci de ne pas faire peser sur des personnes handicapées ou âgées une invitation à partir. Nous redisons qu'une loi sur l'aide active à mourir n'est pas une voie humanisante à nos yeux, mais qu'il y a une réelle amélioration de la prise en soin et de l'accompagnement qui est nécessaire. Et enfin, nous redisons qu'il s'agit de continuer à accompagner et de soutenir le souffrant, quelle que soit sa décision. Voilà donc le texte que nous avons fait. On en a retiré des exemplaires si vous n'en avez pas eu, donc on peut les faire passer. Donc voilà. On a été un peu long, pardon, mais... Oui. De toute façon, vous aurez le texte sous les yeux dans quelques secondes. Mais j'ai voulu vous la mettre sous les yeux avant que ça vous soit distribué pour que... Voilà, essayez d'expliquer. Parce que certains ont écrit sur leur petit papier tout en écoutant, ce qui peut être un peu difficile. N'hésitez pas à faire passer pour que... Et puis s'il y en a qui ont envie, voilà. L'enjeu n'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est plus de s'aider mutuellement et de continuer à chercher, à cheminer ensemble. Je peux faire l'écho d'une petite fiche que j'ai récoltée qui dit « Mes craintes sont que ces conditions strictes ne soient pas toujours respectées, que ce soit une porte ouverte. » Effectivement, c'est une crainte et on peut tous l'avoir, c'est légitime. Après, il faut savoir, quand même, pour avoir parlé avec un certain nombre de médecins soins palliatifs ou de médecins qui ont pu participer à de rares sédations profondes et continues maintenues jusqu'au décès et avoir examiné ce qui se passait à l'étranger, elles, parce que ce sont des médecins femmes, ont confirmé qu'aujourd'hui, il est plus difficile, il y a plus de contraintes, de conditions pour obtenir une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès en France qu'une euthanasie en Belgique. Je ne sais pas, Pascal, si tu veux... Voilà. Les conditions, déjà en France, pour obtenir la sédation profonde et continue proposée depuis la loi de 2016, ce sont des conditions beaucoup plus contraignantes que obtenir une euthanasie en Belgique, par exemple. Parce que la plupart des sédations... Pascal Clavier, qui est médecin de soins palliatifs. Alors, je suis médecin en unité de soins palliatifs, et c'est à ce titre que je prends la parole. La plupart des sédations profondes et continues ont lieu uniquement en unité de soins palliatifs. C'est compliqué à mettre en œuvre. Il y a certaines conditions qui sont nécessaires, bien évidemment, de surveillance, d'accompagnement, de produits qui n'étaient pas jusqu'à il y a un an disponibles en ville, qui le sont maintenant. Il a fallu qu'on se batte beaucoup pour les obtenir. Et cela nécessite cette procédure collégiale qui est indispensable pour que justement ça soit encadré. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple. Il y a peu de place en unité de soins palliatifs. Et du coup, les patients qui demanderaient cette sédation, c'est une des indications à rentrer en unité de soins palliatifs, ne le sont pas forcément à temps parce qu'il n'y a pas assez de place et on ne peut pas empiler les gens non plus, on ne peut pas les superposer. Donc c'est compliqué de pouvoir la mettre en place. Et puis il y a cette contrainte effectivement de la durée du pronostic à très court terme. Je me défie quiconque de savoir quand est-ce que une personne malade va mourir, même si on a des indications sur une proximité de la mort. C'est compliqué et ça pose beaucoup de questions. Dans un service où on est à flux tendu, où on travaille sans arrêt, trouver du temps pour pouvoir se poser une heure pour discuter d'une situation, c'est pas simple non plus. Il y a beaucoup de contraintes. Donc je pense qu'effectivement les euthanasies sont plus faciles à accéder en Belgique, puisque c'est le pays le plus proche pour nous ici, géographiquement parlant, parce que c'est beaucoup plus simple en fait. On voit un médecin, on voit deux éventuellement.
et c'est d'acter, donc ça va beaucoup plus vite. Oui. Il y a aussi des sédations profondes et continues qui ont lieu dans d'autres services que les soins palliatifs. Oui. Merci. J'ai du mal à maîtriser le vocabulaire et j'aimerais bien que vous m'aidiez à mieux comprendre la différence qu'il y a entre le suicide assisté, l'euthanasie, l'aide active à mourir et la sédation profonde. J'ai du mal à comprendre un peu. Et puis ensuite, si vous pouvez me dire vos conditions qui vous amènent à prendre, parti pour la sédation de la décision que vous avez, votre avis à la fin de l'exposé tout à l'heure, si vous pouvez me dire un peu plus sur les conditions qui vous amènent à ce résultat. Merci. Donc l'aide active à mourir, une fois de plus en France, ça n'existe pas. D'accord ? Ce n'est pas autorisé. Si on en parle, c'est parce que c'est proposé dans l'avis 139 du CCNE. L'aide active à mourir, en France, actuellement, on imagine que ça peut recouvrir l'euthanasie et le suicide assisté. Ça, le grand chapeau aide active à mourir. L'euthanasie, très concrètement, docteur, je suis atteinte d'une maladie grave et incurable. Cette situation m'est insupportable. Je vais bientôt mourir. Faites-moi une piqûre. Donc le médecin m'injecte le produit létal et je meurs. D'accord ? Le suicide assisté, je suis dans la même situation. Docteur, je suis en fin de vie, une maladie grave et incurable. Cette situation m'est insupportable. Le médecin me prescrit, alors on va dire autrement, le médecin me prescrit un médicament. Je prends toute seule le médicament. Ou alors, le médecin ou une infirmière me pose une perfusion. Vous savez, il y a un petit robinet sur une perfusion. Il y a la substance létale. Le médecin va s'asseoir, on sort de la pièce. Et moi, j'ouvre la petite molette et le produit arrive dans mes veines et je meurs. Vous voyez la différence d'implication de l'autre. Quand on parle de ma décision, pour le coup, une aide à mourir, on implique l'autre. D'une façon ou d'une autre, de façon différente, mais on implique l'autre. D'accord ? Donc ça, c'est le chapeau de l'aide active à mourir. C'est clair pour vous, la différence ? Voilà. Descends encore plus loin. C'est ce que j'ai résumé finalement. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas grave, on va l'arrêter. Vous aviez aussi une autre question. La sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, c'est ce qui est dans la loi de 2016. C'est donc endormir. C'était ce qui était sur la contrôle, c'est cette slide-là qui serait intéressante à reproduire, à ressortir. Dans la loi de 2016, on propose la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Il s'agit d'endormir d'emblée profondément une personne jusqu'à la mort. Il faut qu'elle soit dans des conditions bien particulières, d'une maladie grave et incurable, avec un pronostic vital engagé à court terme dans la loi, c'est ce qui est demandé. D'accord ? Alors, endormir d'emblée profondément jusqu'à la mort, et la mort arrivera. De toute façon, la personne va mourir de sa maladie. On est bien d'accord. Simplement, elle ne sera pas vigilante au moment du passage vers la mort. Comme on ne sait pas si la personne souffre, seront associés des traitements antalgiques, évidemment. D'accord ? Mais à partir du moment où cette sédation sera instaurée, la personne ne se réveillera plus. C'est pourquoi certaines personnes disent que cette sédation profonde et continue est une mort sociale. C'est ce que moi je pense aussi, c'est pour ça que je pose la question justement. Mais la personne mourra de sa maladie dans les 10 à 15 jours. D'accord ? Il n'y a pas de conséquences immédiates
à la sédation, c'est un endormissement de la personne. Parce qu'on endort la personne et ensuite quand la personne s'endort, elle n'est plus consciente de rien jusqu'à sa mort. Et moi je me dis, c'est un peu comme l'euthanasie, c'est un peu comme le suicide assisté. Alors il y a une grande différence. Alors j'explique juste la loi. La différence, c'est l'intention. Quelle est l'intention? L'intention, c'est de soulager la personne qui souffre, qui ne supporte plus ses souffrances et qui va mourir dans un délai bref de sa maladie. D'accord? Et on l'anesthésie en quelque sorte, pour qu'elle ne vive pas ce passage. Par exemple, j'ai rencontré un patient qui était dont la foi était il était bouddhiste. Et il disait, nous, ça nous pose question. Alors, on n'est pas du tout on n'est pas des adeptes de la souffrance, hein, loin de là. Mais par contre, si on n'est pas éveillé au moment du passage de la mort, on rate le cycle de réincarnation. Donc, vous voyez, c'est la question d'être vigilant au moment du passage à la mort. Voilà. La sédation profonde et continue retire cette vigilance. Alors, attention, ce n'était pas un obstacle. Les bouddhistes ne sont pas contre. Parce qu'eux ne sont pas favorables du tout à la douleur et aux souffrances. D'accord? Mais l'intention dans une sédation est bien de soulager la souffrance. Dans l'euthanasie, l'intention, c'est de donner la mort. Voilà. Si je peux me permettre juste une précision, j'aime pas trop le terme endormir parce que ça rappelle quelque chose de naturel. La sédation profonde et continue a pour but de mettre la personne dans un coma. C'est un acte médical, de la même façon qu'on vous met dans ce coma lorsqu'on doit vous opérer, de manière à ce que vous ne bondissiez pas, qu'on puisse travailler de façon correcte. C'est indispensable. On a eu malheureusement, avant que ça ne soit développé, des exemples de souffrances très importantes quand on vous opère. Le principe est donc, comme le disait Valérie, c'est d'altérer la vigilance. Ce n'est pas pour autant que le patient n'a plus de conscience. La conscience, c'est le fait... Alors c'est compliqué parce que là, comme d'autres termes comme compassion, conscience regroupe beaucoup de choses. Je pratique ces sédations profondes et continues, pas tous les jours bien évidemment, mais dans mon unité, nous en faisons. Les patients, j'en suis persuadée, continuent à entendre leurs proches. Comme lorsque vous êtes dans le coma pour une opération, vous entendez le chirurgien et quand vous vous réveillez, vous êtes en capacité de dire ce qui s'est dit autour de vous. Il y a quand même encore une forme de relation. C'est-à-dire que vous pouvez encore parler aux proches, vous pouvez aux malades, vous pouvez le toucher. Et je suis persuadée que les patients, même s'ils ne sont plus capables d'exprimer, ont quand même le ressenti. Ce ne sont pas des personnes qui sont en état de mort, ce sont des personnes vivantes. Comme le disait Valérie, il n'est pas question d'accélérer la mort. C'est la maladie qui finira toujours par emporter le patient dans le cas d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Simplement parce que malgré la médecine, malgré les progrès, on a fait absolument tout ce qu'on pouvait, on a tenté de faire tout ce qu'on pouvait pour soulager la totale peine, la souffrance globale. Malheureusement, on n'a pas non plus toutes les possibilités, toutes les clés pour soulager toutes les souffrances. Et il arrive un moment où, malgré tous nos efforts, nous n'avons pas d'autre solution que celle de proposer cette rupture de vigilance, de manière à ce qu'ils n'aient plus à vivre de façon permanente et à exposer leurs souffrances. Juvénal ? Justement, c'est à propos de la souffrance. Lorsque nous rendons visite aux malades, parfois on nous pose des questions qui bousculent ma foi et où je n'ai pas de réponse. Pourquoi la souffrance, bon sang? Alors, médecin, prêtre, peut-être qu'il peut y répondre, non? On appelle ça un frère.
part, il faut reconnaître que l'Église a parfois tenu des discours sur la souffrance qui étaient... et il a fallu... C'est Pie XII, qui n'était pas un pape révolutionnaire, qui en 1957 s'est exprimé devant une rencontre d'anesthésistes à Rome, en leur disant on a le droit d'utiliser des traitements pour calmer la douleur. Et notamment, il le disait par rapport à l'accouchement. C'est à partir de ce moment-là où on a commencé à sortir d'une lecture fondamentaliste, hein, tu accoucheras dans la douleur. Mais c'est malheureux, mais c'est... Et à partir de là, il y a eu un vrai travail qui s'est fait pour se dire la souffrance, elle ne fait pas grandir, elle coupe la relation. Et c'est là où, par rapport à ce que tu as exprimé tout à l'heure, on n'a pas d'un côté un malade qui va bien, et puis ensuite il est complètement comateux et il ne peut pas communiquer. C'est comment un malade, quand il est en souffrance, et en souffrance globale, c'est-à-dire à la fois physique, psychologique, relationnelle ou autre, il n'est plus en capacité de communiquer. Et tout le monde va être en souffrance autour de lui. C'est pour ça que c'est dans une situation d'impasse, comme l'évoquait Pascal Clavier tout à l'heure, qu'on est amené à ce moment-là à envisager cette solution-là et à l'envisager dans un dialogue avec le malade, avec ses proches, pour se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas d'autre solution, c'est parce qu'on n'a pas d'autre solution qu'on envisage ça. C'est là où on est, on pourrait dire, on est du côté d'un moindre mal, quoi. C'est ça qui est en jeu. Et nous, ce qui nous a amené à la prise de position que nous avons prise, c'est de se mettre devant cette réalité. Il y a des personnes qui souffrent et qui souffrent de douleurs insurmontables, réfractaires, que nous n'arrivons pas, que les médecins compétents et avec sachant manier les produits autres n'arrivent pas à... Ce qui est une situation, je ne parle pas de ceux qui ne bénéficient pas de cela, parce que malheureusement, les gens qui ne bénéficient pas de soins palliatifs ou en unité de soins palliatifs ou d'une proximité d'une équipe mobile ne sont pas correctement pris en charge. Jeune interne comme je l'étais, on ne savait pas traiter. Hein? Donc, ça c'est... Mais il y en a qui malheureusement, donc on s'est mis devant cette situation-là. Et de se dire, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah ben non, c'est pas possible, continue à souffrir. Donc, non, on s'est dit, ben voilà, il faut trouver une solution. Et le verrou que nous avons trouvé, ça a été de dire, on fait un décret complémentaire dans la loi de 2016, parce que ça verrouille à ce moment-là la possibilité, on n'est pas du côté de l'aide active à mourir, c'est de reconnaître qu'il y a un moment donné où, et notamment parce que ça se pose dans des situations qu'évoquait Valérie au début quand elle parlait de son travail, pour des malades qui sont avec des maladies neurodégénératives notamment, et où à ce moment-là, souvent, c'est des malades qui sont déjà avec des troubles de la communication du fait de leur maladie. Ils ont perdu la parole, ils ont perdu des possibilités d'expression. Et donc, voilà, on est... et d'autre part, dans ces situations où on est amené, enfin, les malades demandent un arrêt de traitement. Et donc, arrêt de traitement au sens curatif du terme. Et où donc, à ce moment-là, eh bien, on accompagne cet arrêt de traitement d'un arrêt des traitements, mais pas de l'arrêt des soins. Et l'hydratation et l'alimentation, quand c'est avec des produits moulinés, etc., artificiels, ou une hydratation sous forme d'eau gélifiée, ça n'est pas naturel. Donc ça, c'est des traitements. Et donc ça, on peut l'arrêter, ce qui permet d'accompagner jusqu'à, au fond, j'allais dire, une extinction de la vie en eux. La loi Leonetti, Claes Leonetti, oblige les médecins à pratiquer une sédation profonde et continue. Il y a un arrêt de l'alimentation et l'hydratation artificielle. C'est déjà dans la loi. Alors, pour simplifier les choses, j'ajouterais que pour certaines pathologies, effectivement, neurologiques par exemple, c'est très à la mode de parler en ce moment des scléroses latérales amyotrophiques. Yves le disait, on peut imaginer que pour un pronostic vital engagé à moyen terme, alors on accède à leur demande de sédation profonde et continue maintenue jusqu'à la mort. Mais il n'est pas question
d'imposer à toutes les personnes qui présentent cette maladie une mort anticipée, prématurée. Peut-être avez-vous vu un reportage, un documentaire qui est passé à la télé il y a peu de temps, présenté par Marina Carrère-Dangos, d'accord, qui parle de son conjoint. Voilà. Très bien, c'est leur point de vue, c'est leur façon de vivre la maladie. Moi, je vous invite à aller regarder, si vous avez un ordinateur, c'est pas compliqué, vous tapez Pone, P-O-N-E. C'est un musicien qui a 50 ans maximum, Funky Family, je ne sais pas si ça vous parle. Pone, c'est son nom d'artiste. Il a aussi une sclérose latérale amyotrophique. C'est quelqu'un qui, alors pas forcément de notre génération, mais était passionné par tout ce qui était informatique et technologique. Et lui, il présente une sclérose latérale amyotrophique, il est certes dans un lit sans pouvoir bouger, il a une aide pour la respiration, une aide à l'alimentation, il continue à pouvoir communiquer parce qu'il sélectionne les lettres avec son regard, parce que lui, il a toujours été passionné par tout ce qui était informatique et technologique. Il a même créé des sons encore. Et lui, il voit chaque jour ses 2 enfants et sa femme, et lui, il n'a pas envie que ça s'arrête. Donc, il ne s'agit pas de dire pour telle pathologie, alors on arrête. Il s'agit toujours d'aller revoir, d'interroger la personne qui vit la maladie. Vraiment. Et je ne remets pas en question le souhait des uns et des autres. Je ne remets pas du tout en question le souhait et de sentir que c'est insupportable et qu'on veut que ça s'arrête. Ça, je le respecte profondément. Et tout témoignage d'une maladie, je le respecte profondément parce que c'est la personne qui le vit. Mais il ne s'agit pas d'en faire une généralité. Voilà. Oui, moi, je voulais simplement dire que récemment, j'ai eu des témoignages de personnes qui ont perdu l'être cher de leur famille, qui étaient en soins palliatifs et qui a bénéficié de la sédation profonde et continue jusqu'à la mort, et qui ont été, enfin contents, c'est pas le mot, mais qui ont apprécié beaucoup l'accompagnement et la possibilité pour les familles d'être auprès de leurs proches jusqu'à la fin. Et ça, ils m'ont dit, c'est extraordinaire. La personne ne souffrait pas, mais on était là avec elle. Et c'est vraiment très, très important. Et ça, voilà. Donc j'ai 2 exemples récents. Et sinon, au sujet de la sclérose latérale amyotrophique, il y a aussi l'exemple de Stephen Hawking, qui est un astrophysicien absolument célèbre, qui a été atteint, il avait 20 et quelques années, il y a plus de 20 ans. C'est un glandeur à l'université, quand il a su qu'il n'avait plus que pour 3 ans de vie, il s'est mis à bosser comme un fou. Il est mort il y a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Il était du même âge que mon mari, donc il devait avoir 77 ou 18 ans. Et effectivement, à la fin, il communiquait, il faisait des conférences avec une voix artificielle. Donc, si seulement ce débat dont on entend parler et dans lequel on baigne, pouvait juste nous faire reprendre conscience qu'on va mourir un jour et qu'il faut garder toute sa valeur à la vie qui reste à vivre, alors ce sera gagné pour tous. Ouais. C'est vrai. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est une bonne solution. Et ce que je trouve, justement, c'est que ça redonne son sens à la mort aussi. Parce que si on arrive à le vivre, justement, avec son entourage, c'est vraiment, finalement, tout ce qu'on a construit au cours de sa vie et qu'il a partagé comme cela, quoi. Donc, on peut faire une célébration comme ça, finalement, dans ces moments-là. Je pense, voilà, moi j'y crois beaucoup. Oui, dans les quelques fiches que j'ai récoltées, là on pose la question du débat entre le respect de la loi, à laquelle on peut ne pas adhérer,
et sa conscience individuelle. Et voilà. Et je dirais peut-être un peu dans la même idée. Alors, il y a une longue fiche que je ne vais pas pouvoir lire en entier, mais je crois que l'idée centrale, c'est de dire qui sommes-nous pour prévoir, pour décider, pour anticiper, pour faire un diagnostic et de savoir quelle sera l'échéance, etc. Et au final, est-ce que c'est pas Dieu qui décide? Donc, voilà. Je résiste un peu à cette expression-là que nous pouvons dire dans la foi pour nous-mêmes, mais néanmoins, j'allais dire, si Dieu décidait de tout, pourquoi a-t-il accepté que le Christ passe par la mort? Je dirais, quand on est devant cette réalité de la croix, ou ce qui vient de se vivre en terre de Palestine, je crois que là, on est devant malheureusement la violence des hommes et les horreurs de nos vies qui peuvent arriver. Mais par contre, c'est effectivement comment on peut être présent à ces moments-là, accompagné au mieux, et c'est ça toute la question. Un des éléments, à la suite de ce que tu as exprimé tout à l'heure, qui me venait, c'est un des gros apports des soins palliatifs, ça a été tout le traitement de la douleur pour les malades, ça c'est parfaitement clair, et ce qui veut dire un diagnostic de quoi la personne souffre. Et c'est là où la pluralité des regards est absolument essentielle, pour essayer de comprendre. Mais l'autre apport, à mon avis, essentiel, et qui a été repris après d'une autre façon, c'est en fait la place de la famille. Nous, jeunes étudiants en médecine, quand on a été à Saint-Christopher's Hospice, on nous emmène dans un mois, on s'est dit, mais c'est une horreur là où on nous emmène. Et en fait, on a découvert un hôpital qui était chaleureux. C'était pas des murs blancs et des tissus blancs et tout. C'était coloré, c'était vivant. C'était un lieu de vie et un lieu où les familles étaient bienvenues. Et pour ma part, pour avoir accompagné notamment une amie en soins palliatifs, on a été tolérés jusqu'à des heures avancées de la nuit ou autre, du moment qu'on ne gênait pas les autres, famille, etc. Voilà, donc c'est vraiment la prise en compte, c'est-à-dire la maladie comme expérience qui est aussi l'aventure d'un groupe non choisi, mais qu'on accompagne. Donc ça, je crois qu'il y a vraiment cette dimension-là. Et après, c'est que chacun est renvoyé à son choix, mais nous ne pouvons pas imposer à l'autre, j'allais dire, des choix que nous faisons pour nous-mêmes. Et donc, si la personne souffre et dit « je n'en peux plus de souffrir », comment nous entendons son appel, comment nous l'accompagnons, comment nous déployons tout le savoir-faire professionnel pour essayer de la soulager, et si elle n'est pas soulagée, comment on envisage avec elle les étapes de soulagement de la douleur de façon graduée, etc. Et je reviens à une expression qu'a eue Valérie au tout début, en parlant de la première loi de 2005. C'est une des seules lois de la République qui a été votée à l'unanimité moins une abstention. C'est dire la qualité du travail qu'avait fait M. Leonetti de collaboration avec les différents groupes, avec les parlementaires pour le travail d'élaboration. Et dans le temps qui est pris actuellement autour de la loi, ça manifeste bien qu'ils sentent bien que là, il y a des enjeux très difficiles. Mais, ça y est, j'en ai perdu ce que je... L'importance de l'unanimité. Oui, mais ça a été vraiment d'essayer de se dire, on se met devant et on accompagne jusqu'au bout. Et c'est ça qui a été vraiment accepté par... oui, ça y est, c'est le double effet. C'est-à-dire qu'on est autorisé à utiliser des traitements antidouleurs, même si ça doit raccourcir. Mais ça n'est pas, je cherche à raccourcir. Je ne cherche pas à tuer, mais je cherche à soulager. Et si malheureusement ça accélère les choses, le malade meurt de sa maladie et des méfaits de sa maladie, mais le traitement, les effets secondaires, malheureusement on les connaît, hein, dans d'autres domaines de la médecine aussi, donc voilà. C'est simplement pour dire, on accepte ça. Et c'est ça qu'il est nécessaire d'accepter et de faire jouer, pour ne pas dire c'est vous qui... Non, simplement, on prend le risque de, mais on ne cherche pas à faire partir la personne. Et puis il y a une dimension importante.
Alors, je vous ai dit, je travaille dans un hôpital public. Moi, avec ma blouse blanche, je n'ai pas à manifester quoi que ce soit de ma foi. Quand est paru dans le journal La Croix l'interview de Monseigneur Dornelas, qui parlait on ne va pas légiférer pour quelques cas, je vais parmi les patients que je rencontre, une personne qui était très avancée dans une maladie dont il ne guérirait pas, que la science à ce jour ne sait pas guérir. Et ce monsieur, je lisais La Croix tous les jours. Quand je suis arrivée dans sa chambre un matin, il m'a jeté le journal sur le lit. Il dit croyez que c'est bien ça d'ajouter de la souffrance à la souffrance? Je suis croyant, et voilà, je suis un cas. Alors pour moi, on ne peut rien faire. Et donc si je demande à mourir, si je veux que ça s'abrège, tout ça, je suis un mauvais croyant. J'étais très très embêtée. Parce que je comprenais son expression. Et c'est pour ça que c'était aussi une motivation pour moi de me dire non, je suis sûre que bon, là c'est sous forme d'interview, donc ce n'est pas. Bien sûr que c'est relu, mais c'est pas travaillé. Donc soyons vigilants, veillons à ce que. Et pour le coup, la tribune parue dans Le Monde par les membres permanents de la Conférence des évêques de France, elle commence par une intention, une reconnaissance de la souffrance des uns et des autres. Et ça, je crois que quand on est soi-même souffrant, lire cette tribune, ça aide. Avoir une position ferme et fermée, ça ajoute de la souffrance à la souffrance. Et je crains qu'en fin de vie, ce ne soit pas le moment favorable. Les deux textes ne se situent pas au même niveau. Du tout. Et ce n'est pas le même. La tribune était réfléchie avec des mots choisis. Voilà, mais il y a des choses parfois maladroites. Et en même temps, l'Église est là aussi pour annoncer une position. Évidemment. Mais dans la formulation, la tribune est beaucoup plus pédagogique. Je voudrais ajouter une dernière chose peut-être. On a parmi nous nos frères protestants, et notamment Luc, qui participe au travail de bioéthique de la Fédération protestante de France. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le texte qui a été publié par la Fédération protestante, c'est vous avez mis l'accent en disant mais un certain nombre de questions se posent, d'abord autour du grand âge et de toutes ces questions de polypathologie. Et je trouve qu'une des difficultés dans lesquelles nous sommes enfermés actuellement, c'est que depuis 10 ans, on n'a pas osé, aucun des gouvernements ne s'est attelé véritablement à ce travail-là. Et il faut resituer cela d'abord dans cette question du grand âge. Et à côté de moi, il y a Valérie qui à ce moment-là me rappelle en disant oui, mais il y en a qui sont aujourd'hui en fin de vie et qui souffrent. Donc l'un ne doit pas faire oublier l'autre. Mais je trouve qu'il faut aussi travailler sur cette question du grand âge parce que c'est aussi cette question-là qui permettra d'aborder autrement ces questions. Et le grand âge, c'est pas forcément. Mais dites-moi, Yves, qu'est-ce que c'est que cette image du grand âge que vous avez? Aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux, mais au mois de novembre, le contre-salon des vieux et des vieilles est organisé au Blanc-Manteau. Et je peux vous dire que ça vaut le coup d'y aller. Hein? Donc, cassons un petit peu l'image du vieillard rabougri, bougonnant. Non, non, non. On va libérer, il va y aller. On va le libérer. Oui, voilà. Donc effectivement, j'ai participé au texte de la Fédération protestante qui représente des églises différentes avec aussi des traditions, des orientations éthiques qui peuvent être différentes. Il y a eu un certain consensus pour dire non. Actuellement, vu l'état de l'hôpital, non, c'est pas une bonne idée d'ouvrir une active à mourir. Alors là où on a une discussion entre nous, c'est que certains étaient pour le maintien donc j'étais de la loi en l'état, d'autres pour la question d'une exception d'euthanasie. Ce qui est assez... parce que l'exception ne reste jamais l'exception, donc ça pose problème. Alors je trouve très, très intéressant la position d'ajouter une annexe à la loi.
Ça, voilà, je trouve que c'est le danger, c'est quand voilà, ce qui devient légal devient moral, alors que ce qui est voilà, si on modifie le code de la santé publique, voilà, là, on modifie des équilibres. Voilà. Alors sur la question du vieillissement. Certains analystes disent, eh bien, c'est la peur de vieillir des baby boomers. Hein. C'est le fait, et qui prennent en charge leurs parents et qui ne veulent pas, vieillir, finir comme leurs parents, qui veulent maîtriser. Donc voilà, il y a des facteurs démographiques objectifs qui jouent sur les mentalités. Oui, je ne suis pas du tout juriste, hein, mais quand on dit modifier la loi, c'est la loi. C'est une loi qui modifie la loi. Hein. Donc, je pense qu'on peut modifier la loi sans faire de loi. Par contre, il y a peut-être... Non, enfin, c'est que j'ai juriste à voir. Tu as parlé d'un décret. Bon, je ne sais pas s'il y a des décrets d'application sur la définition du court terme. Mais peut-être. Et alors là, ça serait sur l'interprétation plutôt de la loi, ou la mise en œuvre de la loi. Et la mise en œuvre de la loi peut relever des décrets. Mais je crois qu'il faut se garder de l'expression modifier la loi sans la modifier. Non, c'est simplement d'ajouter dans la loi déjà existante et dans le cadre de cette loi qui dit clairement dès le départ non à l'euthanasie, mais accompagnons et puis avec des graduations, qu'on pourrait avoir un élément supplémentaire pour ces situations de personnes avec un pronostic vital engagé à moyen terme. Voilà, tu pourrais donc voir un juriste pour savoir si ça relève de la loi ou si ça relève de l'application. Autrement, tu seras contesté. Enfin, non, mais je peux dire que dans notre groupe, c'est la juriste qui nous a fait cette proposition-là, parce que justement, au plan de la rédaction de la loi, elle disait, mais en fait, ça serait une des possibilités. Je profite d'avoir. Est-ce que dans la sédation profonde, j'ai pu comprendre que la personne qui est dans cet état-là peut être en relation d'une certaine façon avec les gens qui viennent parler avec elle? C'est exact? On ne sait pas ce qu'il en est. Je crois qu'il y a des personnes, il y a des cas où la sédation profonde, la personne s'est réveillée. C'était un accident, mais c'est arrivé. Je crois que les amis savent. Est-ce qu'ils ont eu une expérience comme Lazare là, de ce passage? Et qu'est-ce qu'ils nous en disent? Malheureusement, effectivement, cette sédation profonde et continue, c'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. C'est-à-dire que le corps humain a des capacités d'adaptation absolument fabuleuses et qu'une dose qu'on donne au départ et qui permet cette sédation, au bout d'un certain temps, n'est plus assez efficace. Et on est obligé d'augmenter, on est obligé de rajouter d'autres médicaments. C'est pour ça que c'est pas si facile que ça. Et parfois, malheureusement, certaines personnes qui ne voulaient pas se réveiller, malgré toute l'attention qu'on peut porter, se réveillent. C'est pour ça aussi que c'est pas si simple que ça de mettre en place à domicile, parce qu'il faut une surveillance qui est difficile à maintenir à domicile. Vous connaissez la démographie médicale effectivement actuelle, et des soignants de façon plus globale. On court dans tous les sens. Et à domicile, c'est juste pas possible d'être là toutes les heures pour vérifier que la sédation est bien profonde. Quand on est dans une unité de soins palliatifs, c'est plus simple parce qu'il y a du personnel en permanence, tout simplement. Et sur ma première question, est-ce qu'on a alors, sur le fait qu'ils entendent alors, moi, on n'a pas beaucoup d'expérience, mais encore une fois, plus dans des sédations dites proportionnées, c'est-à-dire des sédations transitoires, où on met en place des sédations pour un soin douloureux, ou, comme le disait Valérie, pour permettre un apaisement qui est difficile à obtenir sans ça. Les gens nous disent que certaines personnes, pas tous, hein, c'est comme les expériences, les fameuses LDE, les Near Death Experience, les expériences de mort imminente. Certaines personnes vous disent qu'elles ont pu voir la réanimation, et quand elles reviennent, parce qu'on a réussi à les réanimer, elles sont capables de raconter. D'autres vous diront qu'ils n'ont aucun souvenir. C'est très personnel dépendant. On est chacun différent. Voilà, c'est excessivement compliqué. Chacun de nous a des souvenirs plus ou moins lointains de notre enfance. Certains sont capables de vous raconter des événements marquants qui ont eu lieu à 3 ans. D'autres vous diront qu'ils n'ont pas souvenir avant 6.
c'est tellement personnel que c'est difficile de pouvoir vous répondre. Merci. Oui, on propose peut-être d'arrêter quand même. Parce qu'on a largement dépassé notre temps. Pardon. Simplement de vous dire que donc, a circulé une feuille avec, si vous avez laissé votre adresse mail, on vous renverra donc le PowerPoint qui comporte y compris des slides, des diapos avec d'autres choses qu'on a développées oralement mais qu'on n'a pas voulu pour ne pas occuper tout le temps de parole. Et puis qu'il y a aussi un certain nombre de documents et d'avis d'articles qu'il y a eu qui nous ont marqués, qui nous ont semblé intéressants. Et donc, vous pourrez trouver à ce moment-là, au moins, vous trouvez les références. Donc, voilà. Dernière chose. Non, rien. Dernière chose, on vous propose, puisqu'on se retrouve entre croyants, de terminer par le cantique de Simeon. Et on va demander à celles qui en ont la pratique habituelle en chantant de nous aider à le chanter. Je vous propose qu'on se retrouve. Merci à tous. Merci à vous. Merci à vous. Il y a d'autres petits papiers qui ont été remplis et qui n'ont pas été remis. Oui, et les crayons. Et aussi des crayons. Ah oui, l'adresse mail, j'ai tout.